Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette affaire qui secoue la ville de Vendôme. Ces lycéens qui ont profité d'un ami inconscient pour le violer, le tout filmé par un téléphone portable. 4 jeunes ont été mis en examen. Nous tenterons de comprendre comment une soirée alcoolisée entre jeunes s'est transformée en fait divers. Le sport et la déception des hockeyeurs des Remparts de Tours. Samedi soir, ils ont raté leur montée en Division 1 en perdant leur demi-finale contre Amnéville. Et puis l'art contemporain s'invite au château de Chaumont-sur-Loire. C'est une habitude. Cette fois-ci, Sarkis est l'invité exceptionnel, aux côtés d'autres bien sûr. Lui signe 40 vitraux pour le château. On ouvre donc ce journal avec ce fait divers sordide à Vendôme, rendu public ce week-end. Le viol d'un adolescent par d'autres adolescents alors qu'il était dans un état comateux lors d'une soirée. Scène filmée par un portable puis diffusée ensuite dans l'entourage des lycéens. Une enquête est en cours, mais 4 jeunes sont d'ores et déjà mis en examen. Brian Bock. Vendôme, un viol filmé entre ados. Vendôme, choqué après le viol d'un ado. L'affaire révélée par la presse le week-end dernier et ce matin était dans les têtes de tous les élèves du lycée Ronsard de Vendôme, où la plupart des protagonistes de l'affaire étaient scolarisés. Ça nous a tous choqués parce que c'est vrai qu'à Vendôme, c'est pas des choses comme ça qui se passent d'habitude. Enfin, c'est inadmissible. On peut voir des trucs comme ça dans les grandes villes, mais c'est vrai que moi ici, maintenant ça me fait peur, franchement. Enfin, je vois pas comment on peut en arriver à là en fait. Enfin, je comprends pas non plus qu'est-ce qu'il y a d'amusant. Enfin, je trouve ça vraiment débile. Enfin, c'est pas trop acceptable quoi. Le week-end du 31 mars, dans ce quartier de Vendôme, une vingtaine de jeunes font la fête chez une fille de 15 ans. La mère qui travaillait la nuit est absente. Au plus fort de la soirée, alors que l'alcool coule à flot, un jeune garçon tombe inconscient dans un coma éthylique. C'est à ce moment-là que tout dérape. Coups, dessins de croix gammés sur le dos, humiliation avec des œufs et de la farine, jusqu'au viol avec un instrument sexuel. Le tout est filmé avec un téléphone portable par la jeune fille, puis mis en ligne sur Internet. Bilan, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Blois. 4 mineurs entre 15 et 17 ans ont été interpellés. Mis en examen, 3 d'entre eux ont été placés en centre éducatif sous contrôle judiciaire et la jeune fille remise à sa famille. D'autres interpellations devraient avoir lieu pour déterminer comment cette soirée a pu finir en drame, alors que ces jeunes n'ont aucun antécédent judiciaire. Alors on va tenter d'aller plus loin et de comprendre comment des jeunes en arrivent à commettre de tels actes, car cette affaire cumule 2 tendances, le tout largement influencé par Internet, ce que l'on appelle le happy slapping, c'est-à-dire cette pratique qui consiste à filmer des actes de violence, et le beach drinking, cette surconsommation d'alcool par les jeunes pour être ivre le plus vite possible. Alors pourquoi? Nous sommes allés demander son avis à un pédopsychiatre. Pour Hubert Gros, il s'agit surtout pour les jeunes de repousser leurs limites. Dans plein de domaines, actuellement, les adolescents essayent de les franchir, ces limites, que ce soit dans le sport, que ce soit dans d'autres domaines d'ailleurs, puisque le virtuel est là pour les aider à cela. Bien, le binge drinking donc, est là aussi pour prolonger le sentiment de toute puissance que semble leur donner la société aujourd'hui aussi. Quand ils exhibent leurs images malsaines sur Internet, ils ne font que répondre à la façon dont ils ont été un peu éduqués, élevés sexuellement, puisqu'aujourd'hui on a affaire finalement à une pornocratie qui diffuse comme ça des images dont les adolescents ne savent pas trop finalement quoi faire, puisqu'ils sont en retard finalement sur ce qu'ils voient. Ils exhibent également sur Internet ces images pour pouvoir en fait passer pour des gens qui vont au bout de leur désir, qui ne reculent pas devant l'impossible. Propos recueillis par Gaël Poulain. On en vient à cet autre fait divers. Hier à Tours, un homme de 33 ans a été plusieurs fois poignardé. La scène s'est passée vers 13h rue Charles Gonou, à côté de la caserne des pompiers des locaux de la Nouvelle République. Selon des témoins, l'homme était poursuivi par une dizaine de personnes. Et hier soir, le pronostic vital était rassurant, faisait-on savoir à l'hôpital Trousseau, où l'homme a été emmené. Une fuite de gaz à Roche-Corbon, près de Tours, ce matin, a entraîné l'évacuation de 8 habitations rue des Clouets. Une canalisation de 4 bars a été arrachée. L'association mahoraise de Tours mobilisée samedi à la mairie de Sainte-Radegonde. Plusieurs stands pour découvrir la culture mahoraise, mais surtout pour soutenir la famille de Chakrina Abdallah, ce jeune mahorais tué par un voisin énervé en janvier dernier.
faire connaître la culture mahoraise en Indre-et-Loire. Bon, en l'occurrence surtout à Tours, puisqu'on est à Tours, et faire connaître l'association. On a aussi comme but en fait par rapport à cette journée de récolter des fonds pour aider la famille d'un de nos compatriotes qui s'est fait assassiner en janvier. Et comme il y a des frais juridiques qui ont été engendrés, donc on voudrait pouvoir les aider. Oui, c'est bien de lui rendre hommage de façon joyeuse et non de façon triste. Et puis on pense à lui forcément, mais c'est plus le moment de pleurer, quoi. La politique à Tours et le radical Christophe Boucher qui annonce voter Bayrou pour le premier tour de la présidentielle. Il ne suit donc pas la ligne de Jean-Louis Borloo qui lui s'est rallié à Nicolas Sarkozy. Pour Christophe Boucher, candidat aux législatives sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, seul François Bayrou représente les idées centristes dans cette élection présidentielle. En sport, un match nul pour le Tour FC. Vendredi soir en Avignon, les Tourangeaux pensaient avoir assuré la victoire en menant à la 94e minute 2-1. Mais les joueurs d'Arles-Avignon sont revenus au score juste avant le coup de sifflet final. Score final donc 2-2. Écoutez plutôt Peter Zeidler, l'entraîneur du Tour FC. Après avoir vu le match, il faut être, c'est le bon résultat, c'est le match nul. Pour un match comme ça, c'est vraiment le bon résultat, le résultat juste. Comme ça, je suis pas trop déçu, mais quand même, on avait pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, on avait cette victoire et ils sont imbattus depuis 12 matchs. Comme ça aurait été un grand exploit. Mais je répète, c'est bon, 2-2 ici à Arles, c'est pas mal. Le Tour Volleyball continue les playoffs et jouera la demi-finale après sa victoire 3-7-1 samedi contre Paris à la Sainte-Grenon. Il s'agissait du match retour des quarts de finale. Prochaine rencontre pour le TVB le 11 avril contre Nantes-Rezé et le match se déroulera en Loire-Atlantique. Encore une victoire pour l'ADA Blois. Le club de basket s'est imposé à Angers 90-77 dans le cadre de la Nationale 1 de basket. L'ADA, avec 50 points, reste au 6e du classement. En revanche, en hockey, c'est raté pour la montée. Les Remparts de Tours ont perdu leur demi-finale contre Amnéville. Samedi soir, ils jouaient le match retour, mais déception, ce sont les Amnévillois qui l'ont remporté et qui accèdent ainsi en première division. Anaïs Michaud. La déception se lit sur les visages, les Remparts n'ont pas su aller au bout. Après une série de 15 matchs sans défaite, la D1 était pourtant à portée de main. On est vraiment très frustrés parce que c'est vrai qu'on part quand même d'une saison où on jouait le maintien au début. Là on arrive en demi-finale pour jouer l'accession en D1. Donc on est déçus pour notre public, pour notre club, puis pour l'équipe surtout parce qu'on travaille dur depuis le début avec le coach, le staff et tout l'encadrement. Les Galaxiens ouvrent le score au premier tiers-temps, mais les Tourangeaux égalisent. Après 2 tiers, le score reste serré avec 1-2, mais les Remparts ont déjà tout donné, résistant de longues minutes à 3 contre 5. Fatigués, ils se laissent distancer au dernier tiers où Amnéville marque 4 buts, dont un d'entrée de jeu. Score final 1-6, un résultat pas vraiment mérité selon Normand Roy. Vu du banc, ils ont beaucoup plongé, ils ont cassé le jeu, et puis l'arbitre est rentré dans le panneau. Je me suis un petit peu énervé avec l'arbitre parce que je trouvais qu'il faisait pas son job correctement. Il laissait les plongeons aller, et puis tout de suite on était pénalisé. C'est vrai qu'il y a eu des fautes, on a fait des fautes, on était indisciplinés. Il y a eu des fautes, mais on ne méritait pas tout ce que l'arbitre nous a infligé. Il a voulu faire son show devant les spectateurs. Finalement, déception, frustration et colère se sont cristallisées en fin de match pour déboucher sur une bagarre générale rapidement maîtrisée. Le public, venu nombreux pour soutenir les Bleus, sont repartis avec l'espoir que la montée en D1, ce serait pour l'an prochain. Pour terminer ce journal, on se rend à Chaumont-sur-Loire, au château, où vendredi, plusieurs artistes étaient présents. Il s'agissait du vernissage d'une exposition d'art contemporain. Et on note la présence exceptionnelle de Sarkis, concepteur de 40 vitraux pour le château de Chaumont. Anaïs Michaud. Photographie, vitrail, sculpture, installation, le château de Chaumont expose les arts contemporains dans leur grande diversité. Quoi de mieux en effet qu'un cadre qui a traversé les âges comme écrin à des œuvres qui convoquent parfois des technologies ultramodernes telles que l'arbre et son ombre.
Ce que j'ai souhaité faire, c'est redonner vie à l'arbre via son ombre. Donc on a dans l'espace un arbre et derrière lui une ombre, et cette ombre, avec la magie de la 3D, reprend vie. Et donc c'est un cycle, ça parle de la vie, de la mort, dans une relation presque occidentale à celle-ci. Une installation poétique pleinement en phase avec ce thème du végétal, véritable fil vert de l'exposition. Mais cet écrin, un autre artiste n'en a pas voulu pour ses œuvres. Pour Sarkis, exposé dans le château, oui, mais pas dans les salons. L'artiste turc a préféré élire domicile dans des salles quelque peu délabrées, jusque-là fermées au public. Une véritable source d'inspiration pour lui. Quand tu as une attirance, tu inventes des choses. Dans ce château où les touristes, les visiteurs voient des beaux salons avec très propre, tout ça, et tandis que le background, l'arrière-scène, c'est abandonné. Mais là, j'ai voulu renverser la vapeur. J'ai dit, mais là, je vais inviter les plus belles choses au monde. Et ces plus belles choses au monde, ce sont ces 72 vitraux, les jardins de Kyoto, des architectures d'Inde, un visage enfantin ou encore une femme morte. Les motifs y sont variés, mais l'effet dans ces pièces défraîchies, toujours garanti. Les musées et autres galeries n'ont qu'à bien se tenir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve avec le directeur général du groupe IMT. Restez avec nous.